Bonsoir et bienvenue aux fidèles voyageurs de la nuit. Merci d'être avec nous ce soir encore pour une nouvelle émission, pour un nouveau voyage qui va nous amener avec deux compagnons de fortune qui sont Jacques le Fataliste et son maître. Et du coup, nous allons... Attendez, petit problème de micro, me signale-t-on. Voilà. Et pardon, donc je reprends. On va du coup partir en voyage avec Jacques le Fataliste. Donc c'est un roman de Denis Diderot qui a écrit bon nombre de romans, comme vous le savez. Et pour plus d'informations, je vous invite à regarder les replays, c'est-à-dire vous allez sur la page de l'émission, vous allez dans la rubrique Voyage au bout de la nuit et là vous avez les replays qui s'affichent et vous pouvez choisir vos passages préférés, les lecteurs adorés ou les bouquins que vous avez envie de réentendre et de réécouter ou alors de suivre depuis le début. Voilà, alors moi je vais reprendre la lecture là où je me suis arrêtée. On est quasiment vers la fin du roman, c'est pour ça que je vous invite vivement du coup à aller voir les replays. Et vous pouvez également correspondre avec nous, nous laisser vos commentaires. Cette émission est la vôtre, je vous le rappelle. Il y a un petit hashtag prévu pour ça, c'est VBN pour Voyage au bout de la nuit. Je vous le donne en 1000 et évidemment nous sommes présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous parler, à nous faire part de vos suggestions, de vos envies de lecture. On en a déjà reçu quelques-unes, on essaie d'en tenir compte. Je vous rappelle qu'il y a certains romans ou œuvres qu'on ne peut pas lire pour des questions de droit, d'auteur principalement, mais nous faisons en sorte d'écouter au mieux les demandes et de collaborer avec des maisons d'édition quand cela est possible. Voilà. Alors, nous allons poursuivre, comme je vous le disais, la lecture et au moment de notre lecture vient de s'en suivre une petite querelle entre Jacques du coup et son maître parce que il se trouve que Jacques, qui est un valet assez dégourdi, n'a pas sa langue dans sa poche et oublie parfois qui est le maître et qui est le valet. Et il a tendance à tenir tête vraiment à son maître et ça lui plaît pas beaucoup à son maître. Et donc il se loge en ce moment dans une auberge et l'hôtesse de l'auberge est intervenue pour pouvoir mettre un terme à cette querelle et à pouvoir les séparer. Voilà, et là ils viennent de se séparer et nous poursuivons la lecture. Voilà, la scène se passe l'après-midi. L'après-midi, le soleil s'éclaircit. Quelques voyageurs assurèrent que le ruisseau était guéable. Jacques descendit. Son maître paya l'hôtesse très largement. Voilà, à la porte de l'auberge, un assez grand nombre de passagers que le mauvais temps y avait retenus. Se préparant à continuer leur route parmi ces passagers, Jacques et son maître, l'homme au mariage saugrenu et son compagnon. Les piétons ont pris leurs bâtons et leurs bissacs. D'autres s'arrangent dans leur fourgon ou leur voiture. Les cavaliers sont sur leurs chevaux et boivent le vin de l'étrier. L'hôtesse affable tient une bouteille à la main, présente des verres et les remplit sans oublier le sien. On lui dit des choses obligeantes. Elle y répond avec politesse et gaieté. On pique des deux, on se salue et on s'éloigne. Il arriva que Jacques et son maître, le marquis des Arcis et son compagnon de voyage, avaient la même route à faire. De ces 4 personnages, il n'y avait que ce dernier qui ne vous soit pas connu. Il avait à peine atteint l'âge de 22 ou 23 ans. Il était d'une timidité qui se peignait sur son visage. Il portait sa tête un peu penchée sur l'épaule gauche. Il était silencieux et n'avait presque aucun usage du monde. S'il faisait la révérence, il inclinait la partie supérieure de son corps sans remuer ses jambes, assis. Il avait le tic de prendre les basques de son habit et de les croiser sur ses cuisses, de tenir ses mains dans les fentes et d'écouter ceux qui parlaient, les yeux presque fermés. À cette allure singulière, Jacques le déchiffra. Et s'approchant de l'oreille de son maître, il lui dit « Je gage que ce jeune homme a porté l'habit du moine. » « Et pourquoi cela, Jacques ? » ?»« Vous verrez. » Nos 4 voyageurs allèrent de compagnie, s'entretenant de la pluie, du beau temps, de l'hôtesse, de l'hôte, de la querelle du marquis des Arcis au sujet de Nicole. Cette chienne affamée et malpropre venait sans cesse s'essuyer à ses bas, après l'avoir inutilement chassée plusieurs fois avec sa serviette.
D'impatience, il lui avait détaché un assez violent coup de pied. Et voilà tout de suite la conversation tournée sur cet attachement singulier des femmes pour les animaux. Chacun en dit son avis. Le maître de Jacques, s'adressant à Jacques, lui dit « Et toi, Jacques, qu'en penses-tu » Jacques demanda à son maître s'il n'avait pas remarqué que, quelle que fût la misère des petites gens, n'ayant pas de pain pour eux, ils avaient tous des chiens. S'il n'avait pas remarqué que ces chiens étant tous instruits à faire des tours, à marcher à deux pattes, à danser, à rapporter, à sauter pour le roi, pour la reine, à faire le mort. Cette éducation les avait rendus les plus malheureuses bêtes du monde. D'où il conclut que tout homme voulait commander à un autre, et que l'animal, se trouvant dans la société immédiatement au-dessous de la classe des derniers citoyens, commandé par toutes les autres classes, il prenait un animal pour commander aussi à quelqu'un. Eh bien, dit Jacques, chacun a son chien. Le ministre est le chien du roi, le premier commis est le chien du ministre, la femme est le chien du mari, ou le chien, le mari de la femme. Favori est le chien de celle-ci et Thibaut est le chien de l'homme du coin. Lorsque mon maître me fait parler quand je voudrais me taire, ce qui à la vérité m'arrive rarement, continua Jacques, lorsqu'il me fait taire quand je voudrais parler, ce qui est très difficile, lorsqu'il me demande l'histoire de mes amours et que j'aimerais mieux causer d'autres choses, lorsque j'ai commencé l'histoire de mes amours et qu'il m'interrompt, que suis-je autre chose que son chien? Les hommes faibles sont les chiens des hommes fermes. Mais Jacques, cet attachement pour les animaux, je ne le remarque pas. Seulement dans les petites gens, je connais de grandes dames entourées d'une meute de chiens, sans compter les chats, les perroquets, les oiseaux. Jacques, c'est leur satire et celle de ceux qui les entourent. Elles n'aiment personne, personne ne les aime, elles jettent aux chiens un sentiment dont elles ne savent que faire. Le marquis des Arcis. Aimer les animaux ou jeter son cœur aux chiens, cela est singulièrement vu. Ce qu'on donne à ces animaux-là suffirait à la nourriture de 2 ou 3 malheureux. À présent, en êtes-vous surpris? Non. Le marquis des Arcis tourna les yeux sur Jacques, sourit de ses idées, puis s'adressant à son maître, il lui dit « Vous avez là un serviteur qui n'est pas d'ordinaire. » Le maître. « Un serviteur? Vous avez bien de la bonté, c'est moi qui suis le sien. Et peu s'en est fallu que ce matin, pas plus tard, il me l'ait fait prouver en forme. » Tout en causant, on arriva à la couchée, où l'on fit chambrée commune. Le maître de Jacques et le marquis des Arcis soupèrent ensemble. Jacques et le jeune homme furent servis à part. Le maître ébaucha en 4 mots au marquis l'histoire de Jacques et de son tour de tête de fataliste. Le marquis parla du jeune homme qui le suivait. Il avait été prémontré. Il était sorti de sa maison par une aventure bizarre. Des amis le lui avaient recommandé, et il en avait fait son secrétaire en attendant mieux. Le maître de Jacques dit « Cela est plaisant. » Le marquis des Arcis « Et que ne trouvez-vous plaisant à cela ?» Eh bien, je parle de Jacques. À peine sommes-nous entrés dans le logis que nous venons de quitter, que Jacques m'a dit à voix basse « Monsieur, regardez bien ce jeune homme, je gagerais qu'il a été moine. » Le marquis « Il a rencontré juste ? Je ne sais. Vous couchez-vous de bonne heure ?» Le maître « Non, non, pas ordinairement, et ce soir j'en suis d'autant moins pressé que nous avons fait que des demi-journées. » Le marquis des Arcis « Si vous n'avez rien qui vous occupe plus utilement ou plus agréablement, je vous raconterai l'histoire de mon secrétaire. Elle n'est pas commune. » Le maître. Je l'écouterai volontiers. Je vous attends, lecteur. Vous me dites, et les amours de Jacques? Croyez-vous que je n'en sois pas aussi curieux que vous? Avez-vous oublié que Jacques aimait à parler, et surtout à parler de lui? Manie générale des gens de son état, manie qui les tire de leur abjection, qui les place dans la tribune et qui les transforme tout à coup en personnages intéressants. Quel est, à votre avis, le motif qui attire la populace aux exécutions publiques? L'inhumanité? Vous vous trompez. Le peuple n'est point inhumain. Ce malheureux autour de l'échafaud duquel il s'attroupe, il l'arracherait des mains de la justice s'il le pouvait. Il va chercher en grève une scène qu'il puisse raconter à son tour dans le faubourg. Celle-là ou une autre. Cela lui est indifférent pourvu qu'il fasse un rôle, qu'il rassemble ses voisins et qu'il s'en fasse écouter. Donnez au boulevard une fête amusante et vous verrez que la place des exécutions sera vide. Le peuple est avide de spectacle et y court parce qu'il est amusé quand il en jouit et qu'il est encore amusé par le récit qu'il en a fait quand il en est revenu. Le peuple est terrible dans sa fureur, mais elle ne dure pas. Sa misère propre l'a rendu compatissant.
Il détourne les yeux du spectacle d'horreur qu'il est allé chercher. Il s'attendrit. Il s'en retourne en pleurant. Tout ce que je vous débite là, lecteur, je le tiens de Jacques, je vous l'avoue, parce que je n'aime pas me faire honneur de l'esprit d'autrui. Jacques ne connaissait ni le nom de service, ni le nom de vertu. Il prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il attendait prononcer les mots « récompense » ou « châtiment », il haussait les épaules. Et selon lui, la récompense était l'encouragement des bons, le châtiment, l'effroi des méchants. Qu'est-ce autre chose, disait-il, s'il n'y a point de liberté et que notre destinée soit écrite là-haut. Il croyait qu'un homme s'acheminait aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même, suit la pente d'une montagne, et que si l'enchaînement des causes et des effets qui forment la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connu, nous resterions convaincus qu'il n'a que ce qu'il était nécessaire de faire. Je l'ai plusieurs fois contredit, mais sans avantage et sans fruit. En effet, que répliquer à celui qui vous dit « Quelle que soit la somme des éléments dont je suis composé, je suis un. Or, une cause qui n'a d'effet. J'ai toujours été une cause, une. Je n'ai donc jamais eu qu'un effet à produire. Ma durée n'est donc qu'une suite d'effets nécessaires. C'est ainsi que Jacques raisonnait d'après son capitaine. La distinction d'un monde physique et d'un monde moral lui semblait vide de sens. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes ses opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza, qu'il savait par cœur. D'après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait, ne s'affligeait de rien. Cela n'était pourtant pas vrai. Il se conduisait à peu près comme vous et moi. Il remerciait son bienfaiteur pour qui il fit encore du bien. Il se mettait en colère contre l'homme injuste, et quand on lui objectait qu'il ressemblait alors au chien qui mord la pierre qu'il a frappée, « Nenni, disait-il, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas. L'homme injuste est modifié par le bâton. » Souvent, il était inconséquent comme vous et moi, et sujet à oublier ses principes, excepté que quelques circonstances où sa philosophie le dominait évidemment. C'était alors qu'il disait « Il fallait que cela fût, car cela était écrit là-haut. » Il tâchait de prévenir le mal. Il était prudent avec le plus grand mépris pour la prudence. Lorsque l'accident était arrivé, il en revenait à son refrain, et il était consolé. Du reste, bon homme, franc, honnête, brave, attaché, fidèle, très têtu, encore plus bavard, et affligé comme vous et moi d'avoir commencé l'histoire de ses amours sans presque aucun espoir de la finir. Ainsi, je vous conseille, lecteur, de prendre votre parti, et au défaut des amours de Jacques, de vous accommoder des aventures du secrétaire du marquis des Arcis. D'ailleurs, je le vois, ce pauvre Jacques, le cou entortillé d'un large mouchoir, sa gourde si devant pleine de bon vin, ne contenant que de la tisane, tous en jurant contre l'hôtesse qu'ils ont quittée et contre son vin de champagne, ce qu'il ne ferait pas qu'il se souvenait de tout ce qui est écrit là-haut, même son rhume, non. Et puis, lecteur, toujours des contes d'amour, 1, 2, 3, 4 contes d'amour que je vous ai faits. 3 ou 4 contes d'amour qui vous reviennent encore. Ce sont beaucoup de contes d'amour, il est vrai. D'un autre côté que, puisqu'on écrit pour vous, il faut ou se passer de votre applaudissement, ou vous servir à votre goût. Bref, il vient un moment où presque toutes les jeunes filles et les jeunes garçons tombent dans la mélancolie. Ils sont tourmentés d'une inquiétude vague qui se promène sur tout, et qui ne trouve rien de calme. Ils cherchent la solitude, ils pleurent. Le silence des cloîtres les touche. L'imagine de la paix qui semble régner dans les maisons religieuses les séduit. Ils prennent pour la voix de Dieu qui les appelle à lui les premiers efforts, d'un tempérament qui se développe. Et c'est précisément lorsque la nature les sollicite qu'ils embrassent un genre de vie contraire aux vœux de la nature. L'erreur ne dure pas. L'expression de la nature devient plus claire, on la reconnaît, et l'être séquestré tombe dans les regrets, la langueur, les vapeurs, la folie ou le désespoir. Tel fut le préambule du marquis des Arcis, dégoûté du monde à l'âge de 17 ans. Richard se sauva de la maison paternelle et prit l'habit de Prémontré. Le maître, de Prémontré, je lui en sais gré. Ils sont blancs comme des cygnes, et saint Norbert qui les fonda n'omit qu'une chose dans ces conditions, le marquis des Arcis, d'assigner un vis-à-vis à chacun de ses religieux, le maître. Si ce n'était pas l'usage des amours d'aller tout nu, il se déguiserait en Prémontré.
Il règne dans cet ordre une politique singulière. On vous permet la duchesse, la marquise, la comtesse, la présidente, la conseillère, même la financière, mais point la bourgeoise. Quelque jolie que ce soit la marchande, vous verrez rarement un prêt montré dans une boutique. Le marquis des Arcis. C'est ce que Richard m'avait dit. Richard aurait fait ses vœux après 2 ans de noviciat, si ses parents ne s'y étaient opposés. Son père exigea qu'il rentrerait dans une maison et que là, il lui serait permis d'éprouver sa vocation en observant toutes les règles de la vie monastique pendant 1 année. Traité qui fut fidèlement rempli de part et d'autre. L'année d'épreuve, sous les yeux de sa famille écroulée, Richard demanda à faire ses vœux. Son père lui répondit « Je vous ai accordé 1 année pour prendre une dernière résolution. J'espère que vous ne me refuserez pas une pour la même chose. Je consens seulement que vous alliez la passer où il vous plaira. » En attendant la fin de ce second délai, l'abbé de l'ordre se l'attacha. C'est dans cet intervalle qu'il fut impliqué dans une des aventures qui n'arrivent que dans les couvents. Il y avait alors à la tête d'une des maisons de l'ordre un supérieur d'un caractère extraordinaire. Il s'appelait le père Hudson. Le père Hudson avait la figure la plus intéressante. Un grand front, un visage ovale, un nez aquilin, de grands yeux bleus, de belles joues larges, une belle bouche, de belles dents. Le souris le plus fin, une tête couverte d'une forêt de cheveux blancs qui ajoutait la dignité à l'intérêt de sa figure. De l'esprit, des connaissances, de la gaieté, le maintien et le propos le plus honnête, l'amour de l'ordre, celui du travail. Mais les passions les plus fougueuses, mais le goût le plus effréné des plaisirs et des femmes, mais le génie de l'intrigue porté au dernier point, mais les mœurs les plus dissolues, mais le despotisme le plus absolu dans sa maison. Lorsqu'on lui en donna l'administration, elle était infectée d'un jansénisme ignorant. Les études s'y faisaient mal, les affaires temporelles étaient en désordre, les devoirs religieux y étaient tombés en désuétude, les offices de vin s'y célébraient avec indécence, les logements superflus y étaient occupés par des pensionnaires dissolus. Le père Hudson, converti, ou éloigna les jansénistes, présida lui-même aux études, rétablit le temporel, remit la règle en vigueur, expulsa les pensionnaires scandaleux, introduisit dans la célébration des offices la régularité et la bienséance, et fit de sa communauté une des plus édifiantes. Mais cette austérité, à laquelle il assujettissait les autres, lui s'en dispensait. Ce joug de fer sous lequel il tenait ses subalternes, il n'était pas assez dû pour le partager. Aussi était-il animé contre le père Hudson d'une fureur renfermée qui n'en était que plus violente et plus dangereuse. Chacun était son ennemi et son espion. Chacun s'occupait en secret à percer les ténèbres de sa conduite. Chacun tenait un état séparé de ses désordres cachés. Chacun avait résolu de le perdre, il ne faisait pas une démarche qui ne fût suivie. Ces intrigues étaient à peine nouées qu'elles étaient connues. L'abbé de l'ordre avait une maison attenante au monastère. Cette maison avait 2 portes, l'une qui s'ouvrait dans la rue, l'autre dans le cloître. Hudson en avait forcé les serrures. L'abbatiale était devenue le réduit de ses scènes nocturnes, et le lit de l'abbé, celui de ses plaisirs. C'était par la porte de la rue, lorsque la nuit était avancée, qu'il introduisait lui-même, dans les appartements de l'abbé, des femmes de toutes les conditions. C'était là qu'on faisait des soupers délicats. Hudson avait un confessionnal, et il avait corrompu toutes celles d'entre ses pénitentes qu'ils en valaient la peine. Parmi ces pénitentes, il y avait une petite confiseuse qui faisait bruit dans le quartier, par sa coquetterie et ses charmes. Hudson, qui ne pouvait fréquenter chez elle, l'enferma dans son sérail. Cette espèce de rape ne se fit pas sans donner des soupçons aux parents et aux époux. Ils lui rendirent visite. Hudson les reçut avec un air consterné. Comme ces bonnes gens étaient en train de lui exposer leur chagrin, la cloche sonne. C'était à 6 heures du soir. Hudson leur impose silence, ôte son chapeau, se lève, fait un grand signe de croix et dit d'un ton affectueux et pénétré une prière. Et voilà le père de la confiseuse et ses frères honteux de leurs soupçons, qui disaient en descendant l'escalier à l'époux « Mon fils, vous êtes un sot. Mon frère, n'avez-vous point de honte? Un homme qui dit l'Angélus, un saint !» Un soir, en hiver qu'il s'en retournait à son couvent, il fut attaqué par l'une des créatures qui sollicitaient les passants. Elle lui paraît jolie. Il la suit. À peine est-il entré que le guet survient. Cette aventure en aurait perdu une autre, mais Hudson était honnête homme, et cet accident lui concilia la bienveillance et la protection du magistrat de police.
Conduite en sa présence, voici comme il lui parla. « Je m'appelle Hudson, je suis le supérieur de ma maison. Quand j'y suis entrée, tout était en désordre. Il n'y avait ni science, ni discipline, ni mœurs. Le spirituel y était négligé jusqu'au scandale. Le dégât du temporel menaçait la maison d'une ruine prochaine. J'ai tout rétabli. Mais je suis homme, et j'ai mieux aimé m'adresser à une femme corrompue que de m'adresser à une femme honnête. Vous pouvez à présent disposer de moi comme il vous plaira. » Le magistrat lui recommanda d'être plus circonspect à l'avenir, lui promit le secret sur cette aventure et lui témoigna le désir de le connaître plus intimement. Cependant, les ennemis dont il était environné avaient chacun de leur côté envoyé au général de l'ordre des mémoires, où ce qu'il savait de la mauvaise conduite d'Hudson était exposé. La confrontation de ces mémoires en augmentait la force. Le général était janséniste et par conséquent disposé à tirer vengeance de l'espèce de persécution qu'Hudson avait exercée contre les adhérents à ses opinions. Ils auraient été enchantés d'étendre le reproche des mœurs corrompues d'un seul défenseur de la bulle et de la morale relâchée sur la secte entière. En conséquence, il remit les différentes mémoires des faits et gestes d'Hudson entre les mains de 2 commissaires qu'il dépêcha secrètement, avec ordre de procéder à leur vérification et de la constater juridiquement, leur enjoignant surtout de mettre à la conduite de cette affaire la plus grande circonspection. Le seul moyen d'accabler subitement le coupable est de le soustraire à la protection de la cour, aux yeux duquel le jansénisme était le plus grand de tous les crimes, et la soumission à la bulle Eugenitus, la première des vertus. Richard, mon secrétaire, fut un des 2 commissaires. Il avait séduit une jeune fille qui s'était cachée dans un petit logement du faubourg Saint-Médard. Il court chez elle, il lui tient le discours suivant. « Mon enfant, tout est découvert, nous sommes perdus. Avant 8 jours, vous serez renfermé, et j'ignore ce qu'il sera fait de moi. Point de désespoir, point de cri. Remettez-vous de votre trouble. Écoutez-moi, faites ce que je vous dirai, faites le bien. Je me charge du reste. Demain, je pars pour la campagne. Pendant mon absence, allez trouver des religieux que je vais vous nommer. Demandez-leur en secret. Seul avec eux, jetez-vous à leurs genoux, implorez leur secours, implorez leur justice, implorez leur médiation auprès du général, sur l'esprit duquel vous savez qu'ils peuvent beaucoup. Pleurez, sanglotez, arrachez-vous les cheveux. Et en pleurant, en sanglotant, vous arrachant les cheveux, racontez-leur toute notre histoire. Et racontez-la de la manière la plus propre, à inspirer de la commisération pour vous et de l'horreur contre moi. Comment, monsieur, je leur dirai ? Oui, vous leur direz qui vous êtes, à qui vous appartenez, et que je vous ai séduite au tribunal de la confession, enlevée d'entre le bras de vos parents et reléguée dans la maison où vous êtes. Dites qu'après vous avoir ravi l'honneur et précipité dans le crime, je vous ai abandonné à la misère. Dites que vous ne savez plus que devenir. Mais, père, exécutez ce que je vous prescris, et ce qui me reste à vous prescrire, ou résolvez votre perte et la mienne. Ces 2 moines ne manqueront pas de vous plaindre, de vous assurer de leur assistance et de vous demander un second rendez-vous que vous leur accorderez. Ils s'informeront de vous et de vos parents, et comme vous ne leur aurez rien dit qui ne soit vrai, vous ne pourrez leur devenir suspecte. Après cette première et leur seconde entrevue, je vous prescrirai ce que vous aurez à faire à la 3e. Songez seulement à bien jouer votre rôle. » Tout se passa comme Hudson l'avait imaginé. Il fit un second voyage, les 2 commissaires en instruisirent la jeune fille, elle revint dans leur maison, ils lui redemandèrent le récit de sa malheureuse histoire, tandis qu'elle racontait à l'un, l'autre prenait des notes sur ses tablettes, ils gémirent sur son sort, l'instruisirent de la désolation de ses parents qui n'étaient que trop réels, et lui promirent sûreté pour sa personne et prompte vengeance de son séducteur, mais à la condition qu'elle signerait sa déclaration. Cette proposition parut d'abord la révolter. On insista, elle consentit. Il n'était plus question que du jour, de l'heure et de l'endroit où se dresserait cet acte, qui demanderait du temps et de la commodité. Où nous sommes, cela ne se peut. Si le prieur revenait et qu'il m'aperçût, chez moi je n'oserais vous le proposer. Cette fille et les commissaires se séparèrent, s'accordant réciproquement du temps pour lever les difficultés. Dès le jour même, Hudson fut informé de ce qui s'était passé. Le voilà au comble de la joie. Il touche au moment de son triomphe. Bientôt, il apprendra à ces blancs-becs-là à quel homme ils ont affaire. « Prenez la plume, dit-il à la jeune fille,
Et donnez-leur rendez-vous dans leur endroit que je vais vous indiquer. Ce rendez-vous leur conviendra, j'en suis sûre. La maison est honnête et la femme qui l'occupe jouit dans son voisinage et parmi les autres locataires de la meilleure réputation. Cette femme était cependant une de ces intrigantes secrètes qui jouent la dévotion, qui s'insinuent dans les meilleures maisons, qui ont le ton doux, affectueux, patelin, et qui surprennent la confiance des mères et des filles pour les amener au désordre. Et c'était l'usage qu'Hudson faisait de celle-ci. C'était sa marcheuse, mais ne mit-il pas l'intrigante dans son secret? C'est ce que j'ignore. En effet, les deux envoyés du général acceptent le rendez-vous. Les y voilà avec la jeune fille. L'intrigante se retire. On commençait à verbaliser lorsqu'il se fait un grand bruit dans la maison. « Messieurs, messieurs, à qui en voulez-vous »« Nous en voulons à la dame Simeon. » C'était le nom de l'intrigante. « Vous êtes à sa porte ?» On frappa violemment à la porte. « Messieurs, dit la jeune fille aux religieux, répondez. Ouvrirai-je ? Ouvrez. » Celui qui parlait ainsi était un commissaire avec lequel Hudson était en liaison intime. Car qui ne connaissait-il pas? Il lui avait révélé son péril et dicté son rôle. « Ah ah !» dit le commissaire en entrant, deux religieux en tête-à-tête avec une fille. Elle n'est pas mal. La jeune fille s'était si indécemment vêtue qu'il était impossible de se méprendre de son état et à ce qu'elle pouvait avoir à démêler avec deux moines dont le plus âgé n'avait pas 30 ans. Ceux-ci protestaient de leur innocence. Le commissaire ricanait en passant de la main sous le menton de la jeune fille qui s'était jetée à ses pieds et qui demandait grâce. « Nous sommes en lieu honnête, disaient les moines. « Oui, oui, en lieu honnête, disait le commissaire, qu'ils étaient venus pour affaire importante. L'affaire importante conduite ici, nous la connaissons, mademoiselle. Parlez. Monsieur le commissaire, ce que ces messieurs vous assurent est la pure vérité. » Cependant, le commissaire verbalisait à son tour, et comme il n'y avait rien dans son procès-verbal que l'exposition pure et simple du fait, les deux moines furent obligés de signer. En descendant, ils trouvèrent tous les locataires sur les paliers de leur appartement. Et la porte de la maison, une populace nombreuse, un fiacre, des archers, qui les mirent dans le fiacre, au bruit confus de l'invective et des huées. Ils s'étaient couverts le visage de leur manteau. Ils se désolaient. Le commissaire perfide s'écriait « Hey, pourquoi mes pères fréquentaient ces endroits et ces créatures-là? Cependant, ce ne sera rien. J'ai ordre de la police de vous déposer entre les mains de votre supérieur, qui est un galant homme, indulgent. Il ne mettra pas cela à plus d'importance que cela ne vaut. Je ne crois pas qu'on en use dans vos maisons, comme chez les cruels capucins. Si vous aviez affaire à des capucins, ma foi, je vous plaindrais. » Tandis que le commissaire leur parlait, le fiacre s'acheminait vers le couvent. La foule grossissait, l'entourait, le précédait et le suivait à toutes jambes. On entendait ici « Qu'est-ce » Là, ce sont les moines. Qu'ont-ils fait? On les a pris chez des filles. Des prémontrés chez des filles? Eh oui, ils courent sur les brisées des carmes et des cordeliers. Les voilà arrivés. Le commissaire descend, frappe à la porte, frappe encore, frappe une troisième fois. Enfin, elle s'ouvre. On avertit le supérieur Hudson, qui se fait attendre une demi-heure au moins, afin de donner au scandale tout son éclat. Il paraît, enfin. Le commissaire lui parle à l'oreille. Le commissaire a l'air d'intercéder Hudson, de rejeter rudement sa prière. Enfin, celui-ci, prenant un visage sévère et un ton ferme, lui dit « Je n'ai point de religieux dissolus dans ma maison. Ces gens-là sont deux étrangers qui me sont inconnus, peut-être deux coquins déguisés, dont vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira. » À ces mots, la porte se referme. Le commissaire remonte dans la voiture et dit à nos deux pauvres diables plus morts que vifs « J'y ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'aurais jamais cru le père Hudson si dur. Aussi, pourquoi diable aller chez des filles? Si celle avec laquelle vous nous avez trouvés en est une, ce n'est point le libertinage qui nous a amenés chez elle. »« Ah, mes pères, et c'est à un vieux commissaire que vous dites cela? Qui êtes-vous? » ?»« Nous sommes religieux, et l'habit que nous portons est le nôtre. Songez que demain, il faudra que votre affaire s'éclaircisse. Vrai. Rendez-vous au Petit Châtelet? Au Petit Châtelet, oui, en prison. J'en suis désolée. Et je suis moi aussi désolée de vous annoncer que c'est déjà la fin de cette émission, mais pas de panique évidemment, puisqu'on se retrouve pour la lecture de Jacques le Fataliste lors d'un prochain voyage, vous le savez, jusqu'au bout de la nuit. D'ici là, je vous souhaite évidemment une excellente journée, une très belle matinée, une très belle fin de nuit ou un très bon début de nuit, c'est selon. Et je vous dis à très bientôt sur Débit. Merci beaucoup. Allez, ciao!